Samedi 11 mai 2019, à 13h45, à l'Hôtel des Sociétés Savantes, 190 rue Beauvoisine à Armand, Amour, mariage entre alcôve et gros sous. Lecture théâtralisée, évocation d'après des nouvelles de Guy de Maupassant, suivi de Agence Aventure de Jean-Michel Ribes. Lecture proposée par les donneurs de voix des associations GIP Normandie, les Amis de Flaubert et Maupassant, le lire et le dire. Soyez les bienvenus. Tout le monde m'entend? Ah, tout le monde m'entend et moi je vois personne, c'est quand même bizarre ça. Écoutez, cet après-midi festive et joyeuse, vous allez voir, est le fruit de la collaboration de 3 associations. Le GIHP, Groupement Insertion Handicapés Physiques de Normandie, dont le cœur de métier est l'accès à la culture des enfants et adultes handicapés, tout handicap confondu, et les personnes âgées en perte d'autonomie. L'association des Amis de Flaubert et Maupassant, Yvan tout à l'heure vous en dira quelques mots, et l'association cantilienne Le Lire et le Dire, qui est une association de lecture à voix haute. Voilà, tous les 3 ensemble, nous avons, réuni nos forces et nous vous présentons ce spectacle. Je voudrais aussi dire un chaleureux merci aux artistes bénévoles, je les cite, Jean-Baptiste, Philippe, Mathilde, Xavier et Mireille, notre comédienne. Et puis aussi un grand merci aux organismes subventionneurs qui depuis des années soutiennent les actions du GIHP Normandie. Sans eux, nous ne serions pas là non plus, ni dans cette salle. Merci à vous tous. Et puis aussi un hommage appuyé cet après-midi à des personnes qui souvent et trop souvent travaillent dans l'ombre, comme beaucoup de personnes. Ce sont les donneurs et donneuses de voix qui enregistrent des ouvrages pour certains d'entre eux depuis plus de 10 ans. Et, ce travail est bien sûr de grande qualité et permet au public empêché de lire de pouvoir être parmi vous et de partager, non pas le Larsen, mais la culture. Quoi vous dire de plus? Cet hommage appuyé, j'y tiens particulièrement et j'aimerais que vous les beaucoup sont dans la salle aujourd'hui et participent au spectacle et d'autres le sauront, qu'on les applaudisse très fort, les donneurs de voix. Si j'ai oublié quelqu'un, eh bien, il m'excusera et j'irai l'embrasser à la fin du spectacle. Je passe la parole à Mireille, notre comédienne. Bonjour à tous. En quelques mots, ça va être très rapide. En quelques mots, je vous propose de comprendre le travail que nous avons réalisé et dont vous allez découvrir l'aboutissement cet après-midi. En septembre dernier, au pôle de ressources, loisirs, culture et handicap, l'idée de créer une équipe théâtrale est née. Proposé aux membres des différents ateliers, le projet en a séduit quelques-uns. Avec joie, j'ai accepté de prendre la direction artistique dans son ensemble. Les participants ont, eux, accepté d'entrer dans l'exigence que requiert le théâtre et nous nous sommes lancés dans l'aventure. Ensemble, nous avons élaboré un plan de travail. Il a fallu trouver les textes, faire des adaptations, distribuer les rôles, composer des groupes mixtes non-voyants-voyants selon les personnages. L'engagement des comédiens n'a pas faibli au cours des mois. Je me permets surtout de souligner particulièrement la performance réalisée par Sana Djoubri et Muriel Homo. Elles se sont emparées des textes. Chacune, à sa manière, les a appris et assimilés. Ensuite, elles sont entrées dans la réciprocité avec les autres comédiens. Elles ont su créer et maîtriser l'espace des échanges et des dialogues.
tous ensemble, nous avons progressé, avançant les uns avec les autres, le respect mutuel, l'amitié et le plaisir étaient présents. Et l'amour du théâtre a fait le reste. Merci. Je passe le micro à Yvan Leclerc, président des Amis de Faubert. Merci. L'association est très heureuse de vous accueillir dans cette salle des sociétés savantes. On n'est pas tous savants, il y a des demi-savants, des trois quarts de savants, mais la plupart sont quand même très très savants. Et c'est une salle où nous nous réunissons avec d'autres associations qui font partie du consortium, donc abrité par ce magnifique bâtiment rénové récemment par la métropole. Nous nous réunissons 4 ou 5 fois par an pour des conférences, des journées d'études et aussi des lectures. Et c'est ce qui va donc avoir lieu cet après-midi. Et c'est donc la 2e édition de lecture à haute voix que nous organisons avec votre association. Et pour cette année, pour la première fois, en association également avec le Lire et le Dire, qui a son siège à Canteleu, si je ne me trompe pas. La première édition a eu lieu l'année dernière. Nous n'étions pas dans cette salle, nous étions à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts. Et ça a été tellement chaleureux, tellement sympathique, qu'on est tombé dans les bras l'un de l'autre, à peu près avec Myriel à la fin de cette lecture, et on s'est dit, il faut recommencer. Il faut qu'il y ait une 2e édition. C'est donc aujourd'hui, et peut-être qu'on pourrait penser à l'avenir et pérenniser cette rencontre annuelle. On aura l'occasion d'en reparler. En ce qui concerne notre association, vous allez pouvoir retrouver des lecteurs et des intervenants habituels. Tout à l'heure, Joël Dupressoir, qui est à la fois dans l'association des amis de Flaubert et de Maupassant et dans le Lire et le Dire. Et c'est à Joël Dupressoir qu'on doit, pour la première partie qui va être consacrée aux nouvelles de Maupassant, le fil conducteur, la rédaction du fil conducteur. Et puis, autre lecteur que nous avons l'habitude d'entendre et d'apprécier, Gilles Cléroux. Et c'est Gilles Cléroux qui va donner quelques mots d'introduction sur Maupassant pour situer les lectures que vous allez entendre maintenant dans le contexte de la vie et de l'œuvre de notre auteur. Merci à toutes et à tous et bon après-midi. Bonjour à toutes et à tous. On m'a demandé de faire une petite introduction et comme c'est aujourd'hui une après-midi consacrée à la lecture, je voudrais dans cette petite introduction, cette petite causerie qui ne durera pas très longtemps, je voudrais surtout vous donner envie de lire, déjà d'une part, et comme le sujet de notre après-midi c'est l'amour et c'est le thème de la femme, je voudrais juste vous donner une petite idée de Maupassant dans ses rapports avec la femme de son temps. Non pas donc la femme dans l'absolu, mais la femme de la société de son temps qu'il a dépeinte dans ses nouvelles, dans ses romans et aussi dans ses chroniques. Dans toute son œuvre, au centre de la vie sociale qui avait cours à la fin du XIXe siècle, on trouve presque toujours la femme. Je pense qu'on n'a pas assez mis l'accent sur cette évidence. La femme, ou plus exactement les femmes et leur relation avec l'homme, c'est un sujet central, presque omniprésent dans l'œuvre de Maupassant, mais qu'il ne traite jamais d'un point de vue commun, d'un point de vue banal, encore moins moral, mais toujours d'un point de vue personnel, jamais uniforme, jamais figé, mais toujours oscillant entre la méfiance et la fascination, entre l'attirance et la répulsion. L'époque pendant laquelle Maupassant fait paraître ses œuvres entre 1880 et 1890, c'est-à-dire seulement une dizaine d'années, voit naître un processus d'émancipation de la femme, qui avait évidemment été déjà commencé un peu avant, mais surtout dans ces années-là, processus d'émancipation qui se traduit par des évolutions dans les lois, mais aussi, évidemment, en parallèle, dans les activités auxquelles peuvent accéder de plus en plus les femmes. Activités aussi bien intellectuelles que physiques. Je pense par exemple au sport. C'est l'époque où certains sports apparaissent en France, et la femme se met à pratiquer des sports comme le tennis, par exemple,
ou à la fin des années 1880, la bicyclette, s'exposant d'ailleurs à des critiques violentes, venant aussi bien du milieu catholique, par exemple, que du milieu médical. Ce processus doit aussi inévitablement se traduire par un nouveau traitement de la femme dans les œuvres littéraires. En tout cas, c'est ce que Maupassant va faire lui-même. Il met en évidence dans plusieurs chroniques, à propos de faits divers, à propos de livres venant de paraître ou de nouvelles lois, il met en évidence des rapports nouveaux entre hommes et femmes et annonce des sujets de fiction qu'il utilisera lui-même dans des nouvelles ou des romans. Par exemple, dans la chronique L'Adultère, qui est parue dans le Gaulois le 23 janvier 1882, à l'occasion de la parution du roman d'Émile Zola, Pot-bouille. Il évoque les diverses situations maritales qu'on rencontre alors dans les milieux bourgeois. Exemple, des couples séparés officieusement qui font ménage à part, ou encore les ménages à trois. Dans la chronique parue la semaine suivante, Les femmes de théâtre, à l'occasion de la parution cette fois-ci de La Faustin, un roman d'Edmond de Goncourt, Edmond de Goncourt, entre parenthèses, qui est aussi un grand observateur de la femme à cette époque, Maupassant semble déplorer la disparition de l'âme fantasque et romantique des femmes de théâtre. Elles se mettent, d'après lui, à gérer leurs relations amoureuses comme un chef d'entreprise, participant à ce que ressent l'écrivain comme une marchandisation des relations homme-femme, mais il ne condamne pas pour autant cette évolution. Je le cite. « Jadis, les actrices furent des femmes à toccade, à escapade, à fantaisie. Aujourd'hui, elles rappellent les commerçants à deux boutiques qui vendent de ceci dans l'une, de cela dans l'autre. Tout dépend de la porte par où l'on entre. Je ne veux point, bien entendu, parler de morale, car j'estime que leur situation exceptionnelle leur doit donner les mêmes privilèges qu'aux hommes. Quand il défend l'adultère, par exemple, dans la chronique Les Trois Cas, parue dans le Giblas, le 15 janvier 1884, il prétend que la femme y a droit aussi bien que l'homme. Je le cite, « Le mari semble dire « Ma femme est à moi, vous ne l'aurez pas. Est-elle à lui vraiment si elle ne lui appartient qu'avec dégoût dans une étreinte qui révolte son cœur? Est-elle à lui si elle a envie de s'enfuir quand il approche, de le souffleter quand il l'embrasse? Est-elle à lui si elle le hait, si elle subit sa caresse comme elle boirait par force un répugnant breuvage? » Quand un peu plus tard, en juin 1884, dans les colonnes du Figaro, Maupassant salue dans la chronique « Le divorce et le théâtre » la loi Naquet sur le divorce, sur le point d'être votée. Qu'y voit-il? Je le cite encore. « Voici que le divorce entre dans la loi à la grande joie d'une infinité de ménages. Mais ce qui va être particulièrement intéressant, c'est de le voir entrer dans les mœurs. » Il pressent tout de suite l'évolution que cette loi entraînera, non seulement dans les mœurs, mais aussi dans les œuvres littéraires, théâtrales ou romanesques. Par exemple, je le cite, « Le divorce ouvrira un horizon nouveau. Il va éveiller dans les cœurs une jalousie encore ignorée, la jalousie du passé. » Autrement dit, Maupassant veut dire par là la jalousie rétrospective de l'homme soupçonnant sa femme d'avoir trompé son précédent mari. Ou encore la jalousie de l'ancien époux divorcé, cherchant à devenir l'amant de son ancienne femme. Thème brillamment exploité dans La Revanche, une nouvelle qui date du 18 novembre 1884 et qui aurait mérité d'être dans notre sélection d'aujourd'hui. Maupassant utilisera presque immédiatement dans Bel-Ami, un roman écrit au plus près de l'actualité, paru en 1885, le point clé de la loi Naquet, qui prévoit le divorce uniquement sur faute grave d'un des conjoints pris en flagrant délit d'adultère ou de sévice, ou bien accusé avec des preuves à l'appui. C'est le flagrant délit d'adultère qu'utilisera Georges Duroy pour pouvoir divorcer de Madeleine Forestier, solution qu'il avait préméditée, Maupassant démontrant par là que cette loi pouvait faire les affaires, sinon des deux, du moins d'un des deux conjoints. On peut voir l'évolution du regard de Maupassant à travers les chroniques, qui traitent de la femme dans la société, elles sont assez nombreuses, mais cette évolution s'observe avant tout dans les milieux aisés de la capitale, à travers les différents types de la bourgeoise, de la courtisane ou de la femme de lettres. Et là, où on peut entrevoir d'encore plus près l'apparition de la femme nouvelle, c'est sans doute à travers les 6 romans. Il suffit de les lire, les uns à la suite des autres,
les uns à la suite des autres, et dans l'ordre chronologique de préférence. C'est d'ailleurs à travers ces portraits successifs de femmes que les derniers romans prennent tout leur sens et sont dignes de plus d'intérêt que le public leur emporte habituellement. On peut ajouter à la liste des romans quelques nouvelles importantes, des longues nouvelles, comme par exemple L'Inutile Beauté, qui paraît dans le recueil éponyme en 1890, un mois avant le dernier de ses romans, Notre cœur. Dans la plupart des cas, il faut bien avouer que les amateurs de Maupassant s'arrêtent, lisent Une vie, Belle Amie, s'arrêtent à Pierre et Jean, et en sautant la plupart du temps Montoriol. Or, c'est dans les deux derniers romans, Fort comme la mort et Notre cœur, que le statut de la femme change significativement et que la relation entre elle et l'homme évolue aussi. L'analyse psychologique de la femme y est d'ailleurs plus poussée que dans les précédents romans. On a l'impression que le sujet est devenu central dans son œuvre romanesque. La femme moderne, en fait, celle que Maupassant rencontre dans la bonne société, les salons qu'il fréquente régulièrement, celui de la comtesse Potocka, par exemple, celui de Lulia Cahen d'Anvers, où il peut y rencontrer la sœur de celle-ci, Marie-Canne, qui est une des maîtresses de Maupassant, le salon de Juliette Adam, et celui de Madame Strauss également, Geneviève Strauss, qui était la veuve du compositeur Georges Bizet. Ces salons où les femmes règnent en patronne, la patronne c'est le surnom de la comtesse Potocka par exemple, où elle règne en despote, toujours la Potocka qui organise chez elle le dîner des Maccabées, inspire à Maupassant des héroïnes qui n'ont plus grand-chose à voir avec les prostituées ou les filles faciles rencontrées sur les bords de la Seine que l'on trouvait dans les premiers recueils de nouvelles. Les femmes rencontrées dans les derniers romans ou dans la nouvelle L'Inutile Beauté ne sont plus des jouets futiles aux mains des hommes, mais ce sont elles qui dictent le jeu, qui manipulent, choisissent, asservissent et humilient les hommes qui deviennent à l'occasion prisonniers de leur amour, tombent dans un état dépressif et peuvent parfois devenir fous ou impuissants. En tout cas, les derniers textes écrits par Maupassant révèlent chez les personnages masculins leurs faiblesses, mais aussi leur nouvelle sensibilité, ce qui n'apparaissait que rarement dans les premières œuvres. Donc désormais, à la femme moderne, plus forte, plus cérébrale, plus indépendante, répond l'homme moderne, plus raffiné, mais aussi plus vulnérable, tous deux recherchant parfois dans la difficulté, parfois dans la douleur, une nouvelle forme de relation, plus basée sur l'intelligence, les affinités intellectuelles, l'amitié. Maupassant avait en effet, à la fin de sa vie, multiplié les amitiés féminines. On pense à Herménie Lecomte du Nouilly, sa voisine à Étretat. On pense aussi à la journaliste Juliette Adam, qui fut dans sa jeunesse une pionnière du féminisme. On pense aussi à Geneviève Strauss et à d'autres encore. Pour conclure, il est donc réducteur d'estimer que les dernières œuvres de Maupassant seraient moins fortes, moins originales, parce qu'elles témoigneraient, entre autres, d'un certain embourgeoisement de l'auteur. Elles témoignent en fait, à mes yeux, d'une nouvelle vision de l'amour et plus largement des relations entre les hommes et les femmes, plus équilibrées mais plus complexes qu'avant, au détriment de l'homme ancien, le séducteur, le chasseur impénitent, que Maupassant savait si bien décrire au début de sa carrière littéraire. Je vous remercie. Sur la vallée, muette, portail verrouillé, wagon immobile, tout abandonné, de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, coupés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore,
c'est la nuit noire. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge, saignée sur l'espoir. On dirait le soir des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, bénis par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or, je peux plus exister là. Je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi j'ai plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher, moi, que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui devient fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi j'ai plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver, mais dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel au papier joli. Mais quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait un soleil au fond de leurs yeux. Que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver, mais dans ce décor banal à pleurer, c'est corps contre corps qu'on les a trouvés. On les a trouvés se tenant par la main, les yeux fermés vers d'autres matins remplis de soleil. On les a couchés unis et tranquilles dans un lit creusé au cœur de la ville. Et je me rappelle avoir fermé dans le petit jour la chambre d'hôtel des amants d'un jour. Mais ils m'ont planté tout au fond du cœur un bout de leur soleil et tant de couleurs que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi j'essuie les verres
faire pour pouvoir rêver. Mais dans ce décor pas mal à pleurer, y a toujours dehors la chambre à louer. Devant la porte de la maison, demi-ferme, demi-manoir, une de ces habitations rurales mixtes qui furent presque seigneuriales et qu'occupent à présent de gros cultivateurs, les chiens, attachés au pommier de la cour, aboyaient et hurlaient à la vue des carnassières poêlées par le garde et des gamins. Dans la grande salle à manger-cuisine, le propriétaire, accompagné de son fils, de M. Lamaneur, notaire, et deux amis parisiens de ce dernier, cassait une croûte et buvait un verre avant de se mettre en chasse, car c'était jour d'ouverture. Le propriétaire, fier de tout ce qu'il possédait, vantait d'avance le gibier que ses invités allaient trouver sur ses terres. C'était un grand Normand, un de ces hommes puissants, sanguins, osseux, qui lèvent sur leurs épaules des voitures de pommes. Demi-paysan, demi-monsieur, riche, respecté, influent, autoritaire. Il avait fait suivre ses classes jusqu'en 3e à son fils, afin qu'il eût de l'instruction, et il avait arrêté là ses études de peur qu'il devînt un monsieur indifférent à la terre. Lamaneur était un bon vivant de notaire, gras et pâle, bedonnant aussi, et sanglé dans un costume de chasse tout neuf, acheté à Rouen l'autre semaine. Et du lièvre, il y en a du lièvre. Hein. Tant que vous en voudrez, maître. Ah, et bah, où commençons-nous? Eh bien, par là, par les fonds. Nous jetterons les perdrix dans la plaine et nous nous rabattrons dessus. Le propriétaire se leva, les 4 autres l'imitèrent et sortirent par la laiterie afin d'éviter de croiser Berthe, la bru, jamais avare de reproches sur les tenues masculines sentant le cuir mouillé. Ils prirent leurs fusils dans les coins, examinèrent les batteries, tapèrent du pied pour s'affermir dans leurs chaussures un peu dures, pas encore assouplies par la chaleur du sang. Puis ils sortirent, et les chiens se dressant au début des attaches, poussèrent des hurlements aigus en battant l'air de leurs pattes. On se mit en route vers le petit vallon, ou plutôt une grande ondulation de terre de mauvaise qualité, demeurées incultes pour cette raison, sillonnée de ravines couvertes de fougères, excellente réserve de gibier. Les chasseurs s'espacèrent et bientôt disparurent. Exclus de ce rituel viril, les femmes ouvraient tantôt un livre, tantôt une boîte à ouvrage. Certaines s'installaient à leur secrétaire pour prendre la plume. C'est en ces termes, quelques jours avant l'ouverture de la chasse, que Berthe, la bru du père, se confiait à sa tante. Étretat, vendredi 22 août 1882. Ma chère tante, je viens vers vous tout doucement. Je serai au Frêne le 2 septembre, veille de l'ouverture de la chasse que je tiens à ne pas manquer, pour taquiner ces messieurs. Vous êtes trop bonne, ma tante, et vous leur permettez ce jour-là, quand vous êtes seule avec eux, de dîner sans habit et sans s'être rasés en rentrant, sous prétexte de fatigue. Aussi sont-ils enchantés quand je ne suis pas là. Mais j'y serai. Et je passerai la revue de détail, comme en général, à l'heure du dîner. Et si j'en trouve un seul, un peu négligé, rien qu'un peu, je l'enverrai à la cuisine avec les bonnes. Les hommes d'aujourd'hui ont si peu d'égards et de savoir-vivre qu'il faut se montrer toujours sévère. C'est vraiment le règne de la goujaterie. Quand ils se querellent entre eux, ils se provoquent avec des injures de portefeuille. Et devant nous,
ils se tiennent beaucoup moins bien que nos domestiques. C'est au bain de mer qu'il faut voir cela. Ils s'y trouvent en bataillon serré et on peut les juger en masse. Oh, les êtres grossiers qu'ils sont. Figurez-vous qu'en chemin de fer, un monsieur qui semblait bien au premier abord grâce à son tailleur, a retiré délicatement ses bottes pour les remplacer par des savates. Un autre, un vieux qui doit être un riche parvenu, ce sont les plus mal élevés, assis en face de moi, a posé délicatement ses 2 pieds sur la banquette à mon côté. C'est admis. Dans les villes d'eau, c'est un déchaînement de grossièreté. Je dois ajouter une chose. Ma révolte tient peut-être à ce que je ne suis point habituée à fréquenter communément les gens qu'on coudoie ici, car leur genre me choquerait moins si je l'observais plus souvent. Dans le bureau de l'hôtel, je fus presque renversée par un jeune homme qui prenait sa clé par-dessus ma tête. Un autre me heurta si fort, sans dire « pardon », ni se découvrir en sortant d'un bal au casino, que j'en eus mal à la poitrine. Voilà, comme ils sont tous. Regardons-les aborder les femmes sur la terrasse. C'est à peine s'ils saluent. Ils portent simplement la main à leur couvre-chef. Du reste, comme ils sont tous chauves, cela vaut mieux. Mais il est une chose qui m'exaspère et me choque par-dessus tout. C'est la liberté qu'ils prennent de parler en public, sans aucune espèce de précaution, des aventures les plus révoltantes. Quand 2 hommes sont ensemble, ils se racontent, avec les mots les plus crus et les réflexions les plus abominables, des histoires vraiment horribles, sans s'inquiéter le moins du monde si quelque oreille de femme est à portée de leur voix. Hier, sur la plage, je fus contrainte de changer de place pour ne plus être plus longtemps la confidente involontaire d'une anecdote graveleuse, dite en termes si violents que je me sentais humiliée autant qu'indignée d'avoir pu entendre cela. Le plus élémentaire savoir-vivre ne devrait-il pas leur apprendre à parler bas de ces choses dans notre voisinage? Étretat est en outre le pays des cancans, et partant la patrie des commères. De 5 à 7 heures, on les voit errer en quête de médisance qu'elles transportent de groupe en groupe. Comme vous me le disiez, ma chère tante, le potin est un signe de race des petites gens et des petits esprits. Il est aussi la consolation des femmes qui ne sont plus aimées ni courtisées. Il me suffit de regarder celles qu'on désigne comme les plus cancanières pour être persuadée que vous ne vous trompez pas. L'autre jour, j'assistais à une soirée musicale au casino, donnée par une remarquable artiste, Madame Masson, qui chante vraiment à ravir. J'eus l'occasion d'applaudir encore l'admirable Coquelin, ainsi que 2 charmants pensionnaires du vaudeville, M et Meillet. Je pus, en cette circonstance, voir tous les baigneurs réunis sur cette plage. Il n'en est pas beaucoup de marre. Le lendemain, j'allais déjeuner à Yport. J'aperçus un homme barbu qui sortait d'une grande maison en forme de citadelle. C'était le peintre Jean-Paul Laurence. Il ne lui suffit pas, paraît-il, d'emmurer ses personnages. Il tient à s'emmurer lui-même. Puis, je me trouvais assise sur le galet à côté d'un homme encore jeune, d'aspect doux et fin, d'allure calme, qui lisait des vers. Mais il les lisait avec une telle attention, une telle passion, dirais-je, qu'il ne leva pas une seule fois les yeux sur moi. Je fus un peu choquée. Et je demandai au maître baigneur, sans paraître y prendre garde, le nom de ce monsieur. En moi, je riais un peu de ce liseur de rimes. Il me semblait attardé pour un homme. C'est là, pensais-je, un naïf. Eh bien, ma tante, à présent, je raffole de mon inconnu. Figure-toi qu'il s'appelle Sully Prudhomme. Je retournai m'asseoir auprès de lui pour le considérer tout à mon aise. Sa figure a surtout un grand caractère de tranquillité et de finesse. Quelqu'un étant venu le trouver, j'entendis sa voix, qui est douce, presque timide. Celui-là, certes, ne doit pas crier de grossièreté en public, ni heurter des femmes sans s'excuser. Il doit être indélicat.
indélicat presque, maladif, un vibrant. Je tâcherai cet hiver qu'il me soit présenté. Je ne sais plus rien, ma tante, et je vous quitte en hâte. L'heure de la poste me pressant. Je baise vos mains et vos joues. Votre nièce dévouée, Berthe. Post-scriptum. Je dois cependant ajouter, pour la justification de la politesse française, que nos compatriotes sont en voyage des modèles de savoir-vivre en comparaison des abominables Anglais, qui semblent avoir été élevés par des valets d'écurie, tant ils prennent soin de ne se gêner en rien et de toujours gêner leurs voisins. Les frères, samedi. Ma chère petite, tu me dis beaucoup de choses pleines de raison, ce qui n'empêche que tu as tort. Je fus comme toi très indignée autrefois de l'impolitesse des hommes, que j'estimais me manquer sans cesse. Mais en vieillissant, et en songeant à tout, et en perdant ma coquetterie, et en observant sans y mêler du mien, je me suis aperçue de ceci, que si les hommes ne sont pas toujours polis, les femmes, par contre, sont toujours d'une inqualifiable grossièreté. Nous nous croyons tout permis, ma chérie, et nous estimons en même temps que tout nous est dû. Et nous commettons à cœur joie des actes dépourvus de ce savoir-vivre élémentaire dont tu parles avec passion. Je trouve maintenant, au contraire, que les hommes ont pour nous beaucoup d'égards relativement à nos allures envers eux. Du reste, mignonne, les hommes doivent être, et sont, ce que nous les faisons. Dans une société où les femmes seraient de vraies grandes dames, tous les hommes deviendraient des gentilshommes. Voyons, observe et réfléchis. Voici deux femmes qui se rencontrent dans la rue. Quelle attitude! Quel regard de dénigrement! Quel mépris dans le coup d'œil! Quel coup de tête de haut en bas pour toiser et condamner! Si le trottoir est étroit, crois-tu que l'une cédera le pas? Demandera pardon? Jamais, jamais! Quand deux hommes se heurtent en une ruelle insuffisante, tous deux saluent et s'effacent en même temps. Tandis que nous autres, nous nous précipitons ventre à terre, nez à nez, en nous dévisageant avec insolence. Voici deux femmes, se connaissant, qui se rencontrent dans un escalier devant la porte d'une amie, que l'une vient de voir et que l'autre va visiter. Elles se mettent à causer en obstruant toute la largeur du passage. Si quelqu'un monte derrière elles, homme ou femme, crois-tu qu'elles se dérangeront d'un demi-pied? Jamais, jamais. J'attendis l'hiver dernier, 22 minutes, montre en main, à la porte d'un salon. Et derrière moi, deux messieurs attendaient aussi, sans paraître prêts à devenir enragés comme moi. Mais c'est qu'ils étaient habitués depuis longtemps à nos inconscientes insolences. L'autre jour, avant de quitter Paris, j'allais dîner avec ton mari, justement, dans un restaurant des Champs-Élysées pour prendre le frais. Toutes les tables étaient occupées. Le garçon nous pria d'attendre. J'aperçus alors une vieille dame, de noble tournure, qui venait de payer sa carte et semblait prête à partir. Elle me vit, me toisa et ne bougea point. Pendant plus d'un quart d'heure, elle resta là, immobile, mettant ses gants, parcourant du regard toutes les tables, considérant avec quiétude ceux qui attendaient comme moi. Or, deux jeunes gens, qui achevaient leur repas,
m'ayant vu à leur tour, appelèrent en hâte le garçon pour régler leurs notes et m'offrir leur place, tout de suite, s'obstinant même à attendre debout leur monnaie. Et songe, ma belle, que je ne suis plus jolie comme toi, mais vieille et blanche. C'est à nous, vois-tu, qu'il faudrait enseigner la politesse. Et la besogne serait si rude qu'Hercule n'y suffirait pas. Tu me parles d'Étretat et des gens qui potinent sur cette gentille plage. C'est un pays fini, perdu pour moi, mais dans lequel je me suis bien amusée autrefois. Nous étions quelques-uns seulement, des gens du monde, du vrai monde, et des artistes, fraternisants. On ne cancanait pas, alors. Or, comme nous n'avions point l'insipide casino, où l'on pose, où l'on chuchote, où l'on danse bêtement, où l'on s'ennuie à profusion, nous cherchions de quelle manière passer gaiement nos soirées. Oh, devine ce qu'imagina l'un de nos maris. Ce fut d'aller danser chaque nuit dans l'une des fermes des environs. On partait en bande avec un orgue de barbarie, dont jouait d'ordinaire le peintre, le Poitevin, coiffé d'un bonnet de coton. 2 hommes portaient des lanternes. Nous suivions en procession, riant et bavardant comme des folles. On réveillait le fermier, les servantes, les valets. On se faisait même faire de la soupe à l'oignon. Oh, horreur! Et l'on dansait sous les pommiers, au son de la boîte à musique. Les coqs, réveillés, chantaient dans la profondeur des bâtiments. Les chevaux s'agitaient sur la litière des écuries. Le vent frais de la campagne nous caressait les joues, pleins d'odeurs d'herbe et des moissons coupées. Ah, que c'est loin, que c'est loin. Voilà 30 ans de cela. Je ne veux pas, ma chérie, que tu viennes pour l'ouverture de la chasse. Pourquoi gâter la joie de nos amis en leur imposant des toilettes mondaines en ce jour de plaisir, campagnard et violent? C'est ainsi qu'on gâte les hommes, petite. Je t'embrasse, ta vieille tante. Après la partie de chasse normande, nos 2 amis se retrouvent à la terrasse d'un café parisien. Oh, mais dites donc, je vous savais pas si bon fusil, mon ami. Votre gigossière débordait, alors que la mienne est restée aussi plate que la poitrine de Berthe, la bru acariâtre de notre hôte. Le cotillon taquin. Oui. Cette jeune impertinente m'a paru bien hostile à la jante masculine, sous ses airs de maîtresse de maison. Vous connaissez l'adage, le gibier manque et les femmes sont rares. Le gibier manque et les femmes sont rares. C'est en quel jour aussi pour notre ami Maître Lameneur, aussi bon tapélion que piètre chasseur. À ce propos, vous avez des nouvelles de lui? Oui. Il m'informe ce tantôt d'une bien curieuse affaire de legs en me promettant de ne surtout pas la répéter. Oh, racontez. Monsieur et Madame Servois achevaient de déjeuner d'un air morne, l'un en face de l'autre. Madame Servois, une petite blonde à la peau rose, aux yeux bleus, aux gestes tendres, mangeait lentement sans lever la tête, comme si une pensée triste et persistante l'eût poursuivie. Servois, grand, fort, avec des favoris, un air de ministre ou d'agent d'affaires, semblait nerveux et préoccupé. Enfin, il prononça, comme se parlant à lui-même, Vraiment,
C'est bien étonnant. Sa femme demanda. Quoi donc, mon ami? Que Vaudrec ne nous ait rien laissé. Madame Serbois rougit. Elle rougit brusquement comme si un voile rose se fût étendu tout à coup sur sa peau en montant de la gorge au visage. Et elle dit: Il y a peut-être un testament chez le notaire. Nous n'en saurions rien encore. Et elle avait l'air de savoir en vérité. Serbois réfléchit. Oui, c'est possible. Car enfin, ce garçon était notre meilleur ami, à tous les deux. Il ne quittait pas la maison, il dînait ici tous les 2 jours. Je sais bien qu'il te faisait beaucoup de cadeaux, que c'était une manière comme une autre de payer notre hospitalité. Mais vrai, quand on a des amis comme nous, on pense à eux par testament. Il est certain que moi, si je m'étais senti malade, j'aurais fait quelque chose pour lui. Bien que tu sois mon héritier naturel. Madame Serbois baissait les yeux. Et comme son mari découpait un poulet, elle se moucha, ainsi qu'on se mouche quand on pleure. Il reprit. Enfin, c'est possible qu'il y ait un testament chez la notaire, et un petit legs pour nous. Je ne tiendrai pas à grand-chose. Un souvenir, rien qu'un souvenir, une pensée, pour me prouver seulement qu'il avait de l'affection pour nous. Alors sa femme prononça d'une voix hésitante. Si tu veux, nous irons après le déjeuner chez Maître Lamaneur, et nous saurons à quoi nous en tenir. Il déclara. Oui, je ne demande pas mieux. Et comme il s'était noué une serviette autour du cou pour ne point jeter de sauce sur ses vêtements, il avait l'air d'un décapité, parlant avec ses beaux favoris, se découpant en noir sur le linge blanc et sa figure de maître d'hôtel de bonne maison. Quand ils entrèrent dans l'étude de maître Lamaneur, un petit mouvement se fit parmi les employés, et quand M. Serbois eut jugé bon de se nommer, bien qu'on le connût parfaitement, le premier clerc se leva avec empressement, un empressement marqué, tandis que le second souriait. Et les 2 époux furent introduits dans le cabinet de maître Lamaneur. C'était une petite femme toute ronde, ronde de partout. Sa tête avait l'air d'une boule, clouée sur une autre boule, que portaient 2 jambes, si petites, si courtes elles-mêmes, qu'elles ressemblaient aussi presque à des boules. Elle salua, indiqua des sièges, et dit en adressant à Madame Serbois un léger regard d'intelligence. J'allais justement vous écrire pour vous prier de passer à mon étude afin de vous donner connaissance du testament de Monsieur Vaudrec qui vous concerne. Monsieur Serbois ne put se tenir de prononcer. Ah, je m'en étais douté. La notaire ajouta. Je vais vous donner lecture de cette pièce, très courte d'ailleurs. Elle prit un papier devant elle et prononça. Je, sous-signé Paul-Émile Cyprien Vaudrec, saint de corps et d'esprit, exprime ici mes dernières volontés. La mort pouvant nous emporter à tout moment, je veux prendre, en prévision de son atteinte, cette précaution d'écrire mon testament qui sera déposé chez Maître Lamaneur. N'ayant pas d'héritier direct, je lègue toute ma fortune, composée de valeurs de bourse pour 400 000 francs et de biens-fonds pour 600 000 francs environ, à Madame Claire Hortense Serbois, sans aucune charge ou condition. Je la prie d'accepter ce don d'un ami mort comme preuve d'une affection dévouée, profonde et respectueuse. Fait à Paris le 15 juin 1883. Signé Vaudrec.
Madame Serbois avait baissé le front et demeurait immobile, tandis que son mari roulait des yeux stupéfaits, allant de la notaire à sa femme. Maître Lamaneur reprit après un moment de silence. Il est bien entendu, monsieur, que madame ne peut accepter ce legs sans votre consentement. Monsieur Serbois se leva. Je demande le temps de réfléchir. La notaire, qui souriait avec une certaine malice, s'inclina. Oh, je comprends le scrupule qui peut vous faire hésiter, cher monsieur. Le monde a parfois des jugements malveillants. Voulez-vous revenir demain à la même heure pour m'apporter votre réponse? Monsieur Serbois s'inclina. Oui, madame. À demain. Il salua avec cérémonie, offrit le bras à sa femme plus rouge qu'une pivoine et qui gardait les yeux obstinément baissés, et il sortit d'un air tellement imposant que les clercs en furent effarés. Dès qu'ils furent rentrés en leur domicile, Monsieur Serbois, ayant fermé la porte, prononça d'une voix sèche. Tu as été la maîtresse de Vaudrec. Sa femme, qui ôtait son chapeau, se retourna d'une secousse. Moi? Oh! Oui, toi. On ne laisse pas toute sa fortune à une femme sans que... Enfin... Elle était devenue toute pâle, et ses mains tremblaient un peu en voulant attacher les longs rubans pour les empêcher de traîner à terre. Après un moment de réflexion, elle dit Voyons, tu es fou, tu es fou. Est-ce que toi-même, tout à l'heure, tu n'espérais pas qu'il te laisserait quelque chose? Oui, il pouvait me laisser quelque chose. À moi, entends-tu? Mais pas à toi. Elle le regarda au fond des yeux d'une façon profonde et singulière, comme pour y chercher quelque chose, comme pour y découvrir cet inconnu de l'être qu'on ne pénètre jamais et qu'on peut à peine deviner en des secondes rapides, en ces moments de non-garde ou d'abandon ou d'inattention qui sont comme des portes laissées entr'ouvertes sur les mystérieux dedans de l'âme. Et elle articula lentement. Il me semble pourtant que si qu'on eût trouvé au moins aussi étrange un legs de cette importance de lui à toi. Il demanda brusquement avec une vivacité d'homme lésé dans ses attentes. Pourquoi ça? Elle dit Parce que... détourna la tête comme si un embarras l'eût gagné, puis se tut. Il s'était mis à marcher à grands pas. Il déclara. Tu ne peux pas accepter ça. Elle répondit avec indifférence. Parfaitement, alors ce n'est pas la peine d'attendre à demain. Nous pouvons faire prévenir tout de suite Madame Lamaneur. Serbois s'arrêta en face d'elle, et ils demeurèrent quelques instants les yeux dans les yeux, tout près l'un de l'autre, tâchant de voir, de savoir, de se comprendre, de se découvrir, de se sonder jusqu'au fond de la pensée, en une de ces interrogations ardentes et muettes de deux êtres qui, vivant ensemble, s'ignorent toujours, mais se soupçonnent, se flairent, se guettent sans cesse. Puis, brusquement, il lui murmura dans le visage à voix basse. « Allons, avoue que tu étais la maîtresse de Vaudrec !» Elle haussa les épaules. « Es-tu bête? Vaudrec m'aimait, je le crois, mais il ne m'a jamais eu. Jamais. » Il frappa du pied. « Tu mens, ce n'est pas possible !» Elle dit tranquillement. « C'est comme ça pourtant. » Et il se remit à marcher, puis s'arrêtant de nouveau. « Explique-moi alors pourquoi il te laisse toute sa fortune à toi !»
Elle prononça avec nonchalance. C'est tout simple. Comme tu le disais tantôt, il n'avait que nous d'amis. Il vivait autant chez nous que chez lui. Et au moment de faire son testament, c'est à nous qu'il a songé. Puis, par galanterie, il a mis mon nom sur le papier, parce que mon nom lui est venu sous la plume, naturellement. De même que c'est à moi qu'il faisait des cadeaux, et non à toi, n'est-ce pas? Il avait l'habitude de m'apporter des fleurs, de me donner tous les mois le 5, un bibelot, parce que c'était le 5 juin que nous avions fait connaissance. Tu le sais bien. Toi, il ne te donnait presque jamais rien. Il n'y pensait pas. C'est aux femmes qu'on offre des souvenirs, et non pas aux maris. Eh bien, c'est à moi qu'il a offert son dernier souvenir, et non pas à toi. Rien de plus simple. Elle était si tranquille, si naturelle, que Serbois hésitait. Il reprit. C'est égal, ce serait d'un très mauvais effet. Tout le monde croirait la chose. Nous ne pouvons pas accepter. Eh bien, n'acceptons pas, mon ami. Ce sera 1 million de moins dans notre poche. Voilà tout. Il se mit à parler comme on parle en pensant tout haut sans s'adresser vraiment à sa femme. Oui, 1 million, 1 million. C'est impossible. Nous serions perdus de réputation. Tant pis. Il aurait fallu qu'il m'en donnât la moitié. À moi, ça arrangerait tout. Et il s'assit, croisa ses jambes et se mit à se tripoter les favoris comme il faisait aux heures de grande méditation. Madame Serbois avait ouvert son panier à ouvrage, elle en tira un bout de broderie et elle dit en se mettant au travail: Moi, je n'y tiens pas. C'est à toi de réfléchir. Il fut longtemps sans répondre. Puis, hésitant, voilà, il y aurait peut-être un moyen. C'est de me céder la moitié de l'héritage, par donation entre vifs. Nous n'avons pas d'enfants. Tu le peux. Ça fermera, de cette façon, ça fermera la bouche. Voilà. Elle demanda avec gravité: Je ne vois pas trop comment ça lui fermerait la bouche. Il se fâcha brusquement. Oh, il faut que tu sois stupide. Nous dirons que nous avons hérité par moitié. Et ce sera vrai. Nous n'avons pas besoin d'expliquer que le testament était à ton nom. Elle le regarda encore d'un regard perçant. Comme tu voudras, je suis prête. Alors il se leva et se remit à marcher. Il paraissait hésiter de nouveau, bien que son visage fût radieux. Non, peut-être vaut-il mieux y renoncer tout à fait. C'est plus digne. Pourtant, de cette façon, on n'aurait rien à dire. Les gens les plus scrupuleux seraient forcés de s'incliner. Oui, ça arrange tout. Il s'arrêta devant sa femme. Eh bien, si tu veux, Bichette, je vais retourner tout seul, chez Maître Lamaneur, pour la consulter et lui expliquer la chose. Je lui dirai que tu as préféré ça par convenance, pour qu'on ne puisse pas jaboter. Du moment que j'accepte la moitié de cet héritage, il est bien évident que je suis sûr de mon fait, que je suis au courant de la situation, que je la sens bien nette, bien honnête. C'est comme si je te disais: accepte aussi, ma chère, puisque j'accepte, moi, ton mari. Autrement, en vrai, ça n'était pas dit. Madame Serbois prononça simplement: Comme tu voudras. Il reprit, parlant maintenant avec abondance. Oui, ça s'explique très facilement. En partageant l'héritage, nous héritons d'un ami qui n'a pas voulu faire de différence entre nous, qui n'a pas voulu établir de distinction,
qui n'a pas voulu avoir l'air de dire « je préfère l'un ou l'autre après ma mort », comme je l'ai préféré pendant ma vie, et sois certaine que s'il y avait songé, c'est ce qu'il aurait fait. Il n'a pas réfléchi, il n'a pas prévu les conséquences. Comme tu le disais fort bien, c'est à toi qu'il faisait toujours des cadeaux. C'est à toi qu'il a voulu offrir un dernier souvenir. Elle l'arrêta avec une nuance d'impatience. C'est entendu, j'ai compris. Tu n'as pas besoin de tant d'explications. Va tout de suite chez la notaire. Il balbutia, rougissant, confus soudain. Tu as raison, j'y vais. Il prit son chapeau et s'approchant d'elle, tendit ses lèvres pour l'embrasser en murmurant « À bientôt, chérie !» Elle offrit son front et reçut un gros baiser, pendant que les gros favoris lui chatouillaient les joues. Puis il sortit d'un air joyeux, et Madame Serbois, laissant tomber son ouvrage, se mit à pleurer. Les deux hommes poursuivent leur conversation. Nous sommes en 1883. Le député Alfred Laquet lutte depuis des années pour doter la République d'une loi sur le divorce. Cet Alfred Naquet se démène comme un forcené pour faire passer sa loi. Bel exemple d'obstination. Le bougre se dit radical socialiste. Ah, je le range pour ma part parmi les anarchistes. Il appelait jadis à l'union libre. Il s'attaque aujourd'hui à l'institution du mariage. La soutane n'acceptera jamais une loi rétablissant le divorce. Ouais, anarchiste sans doute, mais je vois là davantage un jacobin conventionnel qui tente de renouer avec la Révolution française par-dessus la tête des rois et des empereurs. Mais, à la différence du divorce de la Convention, celui-là reposera sur la faute. Ah, la faute. Jurons que la soutane y trouvera son compte. Voilà de quoi réveiller la guerre des sexes, chère à Berthe, le cotillon taquin. Qui en sortira vainqueur, des hommes ou des femmes? À ce propos, oui. Connaissez-vous le comte de Salure? Oui, un peu. On dit qu'il engloutit une partie de sa fortune dans le jupon horizontal. De la cocotte la plus triviale à la danseuse la plus raffinée. Mais savez-vous comment sa femme est entrée dans le jeu? Dans le jeu? Certes non. Racontez. Un grand feu flambait dans l'âtre. Sur la table japonaise, 2 tasses à thé se faisaient face, tandis que la théière fumait à côté, contre le sucrier flanqué de carafons de rhum. Le comte de Salure se jeta son chapeau, ses gants et sa fourrure sur une chaise, tandis que la comtesse, débarrassée de sa sortie de bal, rajustait un peu ses cheveux devant la glace. Elle se souriait aimablement à elle-même en tapotant du bout de ses doigts fins et luisants de bagues les cheveux frisés des tempes. Puis, elle se tourna vers son mari. Il la regardait depuis quelques secondes et semblait hésiter, comme si une pensée intime l'eût gêné. Vous a-t-on assez fait la cour ce soir? Je l'espère bien. C'en était presque ridicule. Pour moi. Est-ce une scène? Avez-vous l'intention de me faire des reproches? Non, cher ami. Je dis seulement que ce monsieur Burel a été presque inconvenant auprès de vous. Si j'avais eu des droits, je me serais fâché. Mon cher ami, soyez franc. Vous ne pensez plus aujourd'hui comme vous pensiez l'an dernier. Voilà tout. Quand j'ai su que vous aviez une maîtresse que vous aimiez, vous ne vous occupiez guère si on me faisait ou si on ne me faisait pas la cour. Je vous ai dit mon chagrin. J'ai dit, comme vous, ce soir,
Mais avec plus de raison, mon ami, vous compromettez Madame de Servies. Vous me faites de la peine et vous me rendez ridicule. Qu'avez-vous répondu? Oh, vous m'avez parfaitement laissé entendre que j'étais libre, que le mariage entre gens intelligents n'était qu'une association d'intérêts, un lien social, mais non un lien moral. Est-ce vrai? Certes. Vous m'avez laissé comprendre que votre maîtresse était infiniment mieux que moi, plus séduisante, plus femme. Non. Non. Si, vous avez dit plus femme. Tout cela était entouré, bien entendu, de ménagements d'hommes bien élevés, enveloppés de compliments, énoncés avec une délicatesse à laquelle je rends hommage. Je n'en ai pas moins parfaitement compris. Il a été convenu que nous vivrions désormais ensemble, mais complètement séparés, dans l'impossibilité que nous étions de divorcer. Vous m'avez presque laissé deviner que vous ne teniez qu'aux apparences, que je pouvais, s'il me plaisait, prendre un amant, pourvu que cette liaison restât secrète. Vous avez longuement disserté, et fort bien, sur la finesse des femmes, sur leur habileté pour ménager les convenances. J'ai compris, mon ami, parfaitement compris. Vous aimiez alors beaucoup, beaucoup Madame de Servies, et ma tendresse légitime, ma tendresse légale, vous gênait. Or, depuis un mois ou deux, vous prenez des allures d'homme jaloux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cher ami, je ne suis point jaloux, mais j'ai peur de vous voir vous compromettre. Vous êtes jeune, vive, aventureuse et... Pardon. Si nous parlons d'aventure, je demande à faire la balance entre nous. Voyons, ne plaisantez pas, je vous prie. Je vous parle d'un ami sérieux. Quant à tout ce que vous venez de dire, c'est fortement exagéré. Pas du tout. Vous avez avoué, vous m'avez avoué votre liaison, ce qui équivalait à me donner l'autorisation de vous imiter. Je ne l'ai pas fait. Oh, permettez, Laissez-moi donc parler. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai point d'amant, je n'en ai pas vu. Jusqu'ici. J'attends, je cherche, je ne trouve pas. Il me faut quelqu'un de bien, de mieux que vous. C'est un compliment que je vous fais, et vous n'avez même pas l'air de le remarquer. Ma chère, toutes ces plaisanteries sont absolument déplacées. Je ne plaisante pas le moins du monde. Le jour où il me conviendra de cesser d'être ce que je suis, vous aurez beau faire, entendez-vous, vous serez, sans même vous en douter, cocu comme d'autres. Oh, comment pouvez-vous prononcer pareil mot? Mais vous trouvez très plaisant le mot cocu quand il s'agit de Monsieur de Servies, et vous le jugez fort malsonnant quand il s'agit de vous. Tout dépend du point de vue. Voyons, ma chère, parlons sérieusement. Je vous prie, je vous supplie de ne pas autoriser, comme vous l'avez fait ce soir, les poursuites inconvenantes de ce monsieur Burel. Oh, vous êtes jaloux. Je le disais bien. Mais non, seulement je désire n'être pas ridicule. Je ne veux pas être ridicule. Et si je revois ce monsieur vous parler dans les épaules, enfin plutôt entre les seins, je lui tirerai les oreilles. Oh, seriez-vous amoureux de moi par hasard? On le pourrait être de femmes moins jolies. Tiens, comme vous voilà. Mais c'est que je ne suis plus amoureuse de vous, moi. Le comte s'est levé. Il fait le tour de la petite table et, passant derrière sa femme,
Il lui dépose vivement un baiser sur la nuque. Plus de ces plaisanteries-là entre nous, s'il vous plaît. Nous vivons séparés, c'est fini. Voyons, mais ne vous fâchez pas. Je vous trouve ravissante depuis quelque temps. Vous avez des bras, un teint, des épaules. Oh, qui plairait à Monsieur Burel? Ah, vous êtes féroce. Mais là, vrai, je ne connais pas de femme aussi séduisante que vous. Vous êtes à jeun. Comment ça? Quand on est à jeun, on a faim. Et quand on a faim, on se décide à manger des choses qu'on aimerait point à un autre moment. Je suis le plat, négligé jadis, que vous ne seriez pas fâché de vous mettre sous la dent ce soir. Oh, Marguerite, qui vous a appris à parler comme ça? Mais vous, voyons, depuis votre rupture avec Madame de Servie, vous avez eu, à ma connaissance, 4 maîtresses. Des cocottes, celles-là. Des artistes dans leur genre. Alors, comment voulez-vous que j'explique autrement que par un jeûne momentané vos velléités de ce soir? Je serai franc et brutal, sans politesse. Je suis redevenu amoureux de vous. Pour de vrai, très fort. Et voilà. Tiens. Alors, vous voudriez recommencer? Oui, madame. Ce soir? Oh, Marguerite! Bon, vous voilà encore scandalisé. Oh, mon cher, entendons-nous. Nous ne sommes plus rien l'un à l'autre, n'est-ce pas? Je suis votre femme, c'est vrai. Mais votre femme libre. J'allais prendre un engagement d'un autre côté. Vous me demandez la préférence, je vous la donnerai. À prix égal. Je ne comprends pas. Je m'explique. Suis-je aussi bien que vos cocottes? Soyez francs. 1000 fois mieux. Mieux que la mieux? 1000 fois. Combien vous a coûté en 3 mois la plus charmante de vos maîtresses? En argent, bijoux, souper, dîner, théâtre, pour entretien complet, enfin. Est-ce que je sais, moi? Mais vous devez le savoir. Voyons, un prix moyen, modéré. 5 000 francs par mois. Est-ce à peu près juste? Oui, à peu près. Eh bien, mon ami, donnez-moi tout de suite 5 000 francs et je suis à vous pour un mois. À compter de ce soir. Vous êtes folle! Vous le prenez ainsi? Bonsoir. Marguerite! Allez-vous-en. Je reste. Ah, c'est comme ça. Eh bien, tant pis pour vous. Elle ôte alors son cortège de balles lentement, dégageant ses bras nus et blancs. Elle les lève au-dessus de sa tête pour se décoiffer devant la glace. Et sous une mousse de dentelle, quelque chose de rose apparaît au bord du corset de soie noire. Le comte se lève vivement, vient vers elle, la saisit à plein bras et cherche ses lèvres. Alors, elle, se penchant vivement, saisit sur sa toilette un verre d'eau parfumé pour sa bouche, et par-dessus l'épaule le lance en plein visage de son mari. Il se relève ruisselant d'eau furieux. C'est stupide! Ça se peut. Mais vous savez mes conditions. 5 000 francs. Mais ce serait idiot! Pourquoi? Mais comment, pourquoi? Enfin, un mari payé pour coucher avec sa femme. Oh, quel vilain mot vous employez. C'est possible, mais je répète que ce serait idiot de payer sa femme légitime. Il est bien plus bête, quand on a une femme légitime, d'aller payer pour des cocottes. La comtesse s'est assise sur une chaise longue. Elle retire lentement ses bas en les retournant comme une peau de serpent. Sa jambe rose sort de la gaine de soie mauve et le pied mignon se pose sur le tapis.
Le comte s'approche un peu et d'une voix tendre. Mais quelle drôle d'idée vous avez là de me demander 5000 francs. Rien de plus naturel. Nous sommes étrangers l'un à l'autre, n'est-ce pas? Or, vous me désirez. Vous ne pouvez pas m'épouser puisque nous sommes mariés. Alors, vous m'achetez un peu moins peut-être qu'une autre. Or, réfléchissez. Cet argent, au lieu d'aller chez une gueuse qui en ferait je ne sais quoi, restera dans votre maison, dans votre ménage. Et puis, pour un homme intelligent, est-il quelque chose de plus amusant, de plus original que de se payer sa propre femme? On aime bien un amour illégitime que ce qui coûte cher, très cher. Vous donnez à notre amour légitime un prix nouveau, une saveur de débauche, un ragoût de polissonnerie, en le tarifant comme un amour coté. Est-ce pas vrai? Maintenant, monsieur, allez-vous-en, ou je sonne ma femme de chambre. Le comte, debout, perplexe, mécontent, regarde sa femme plus nue que nue et brusquement, lui jetant à la tête son portefeuille. Tiens, Gredine, en voilà 6000. Mais, tu sais... 2000, 2500, 3... Tu sais quoi, au juste? Ne t'y accoutume pas. Chaque mois, 5000, monsieur. Ou bien je vous renvoie à vos cocottes. Et même si vous êtes content, je vous demanderai de l'augmentation. Le couple est possible uniquement pour faute et à condition d'en apporter la preuve. La faute fait l'objet d'une sanction qui peut aller jusqu'à la prison. Elle donne surtout aux plaignants droit à une pension et en plus de la garde des enfants. Ah, mon ami, depuis le temps. Avez-vous des nouvelles de notre infortuné Salure et de sa brigandine? Ont-ils compté parmi les premiers usagers de cette nouvelle loi rétablissant le divorce? Ah, je ne sais. Et brigandine est un bien vilain mot pour qualifier une dame qui met sa sensualité au service de sa liberté. Oui. Au reste, cette loi reposant sur la faute me paraît relever de l'imposture. Voilà le gourdin du gendarme et la robe de l'avocat qui s'invitent dans nos alcôves. Vous ne croyez pas si bien dire. Si vous contestez la perfidie de la comtesse de Salure, serez-vous si enclin à l'indulgence quand je vous aurai narré la marquise de Renedon? Ah, m'intéressez. Racontez, mon cher. Elle entra comme une balle qui crève une vitre, la petite marquise de Renedon, et elle se mit à rire avant de parler, à rire aux larmes, comme elle avait fait un mois plus tôt en annonçant à son ami qu'elle avait trompé le marquis pour se venger, rien que pour se venger, et rien qu'une fois parce qu'il était vraiment trop bête et trop jaloux. La petite baronne de Grangerie avait jeté sur son canapé le livre qu'elle lisait et regardait Annette avec curiosité, riant déjà elle-même. Qu'est-ce que tu as encore fait? Oh, ma chère, c'est trop drôle. Trop drôle. Figure-toi, je suis sauvée. Sauvée. Comment sauvée? Ah oui, sauvée. De quoi? De mon mari, ma chère. Sauvée. Délivrée. Libre. Comment libre? En quoi? En quoi? Mais le divorce. Oui, le divorce. Je tiens le divorce. Tu es divorcée? Non, pas encore que tu es sotte. On ne divorce pas en 3 heures. Mais j'ai des preuves. Des preuves qu'il me trompe. Un flagrant délit, songe. Un flagrant délit. Je le tiens. Oh, dis-moi ça, alors il te trompait? Oui. C'est-à-dire, non. Oui et non, je sais pas. Enfin, j'ai des preuves, c'est l'essentiel. Comment as-tu fait? Comment j'ai fait? Voilà. Ah, j'ai été forte. Très forte, rudement forte. Depuis 3 mois, il était devenu odieux. Tout à fait odieux. Brutal, grossier, despote, ignoble, enfin.
Et je me suis dit, ça ne peut pas durer. Il me faut le divorce. Mais comment? Ça n'était pas facile. J'ai essayé de me faire battre par lui. Il n'a pas voulu. Il me contrariait du matin au soir, me forçait à sortir quand je ne voulais pas, à rester chez moi quand je désirais dîner en ville. Il me rendait la vie impossible, insupportable d'un bout à l'autre de la semaine. Mais il ne me battait pas. Alors, j'ai tâché de savoir s'il avait une maîtresse. Oui, il en avait une, mais il prenait 1000 précautions pour aller chez elle. Ils étaient imprenables ensemble. Alors devine ce que j'ai fait. Je ne devine pas. Oh, tu devineras jamais. J'ai prié mon frère de me procurer une photographie de cette fille. De la maîtresse de ton mari? Oui. Ça a coûté 15 louis à Jacques. Le prix d'un soir. De 7h à minuit. Dîner compris. 3 louis l'heure. Il a obtenu la photographie par-dessus le marché. Il me semble qu'il aurait pu l'avoir à moi en usant d'une ruse quelconque et sans être obligé de prendre en même temps l'original. Oh, elle est jolie. Ça ne déplaisait pas à Jacques. Et puis moi, j'avais besoin de détails sur elle. De détails physiques sur sa taille, sur sa poitrine, sur son teint, sur 1000 choses enfin. Je comprends pas. Tu vas voir. Quand j'ai connu tout ce que je voulais savoir, je me suis rendue chez comment dirais-je, chez un homme d'affaires. Tu sais, ces hommes qui font des affaires de toutes sortes, tu vois, de toute nature, des agents de publicité et de complicité. De ces hommes, enfin, tu comprends. Oui, à peu près. Et tu lui as dit... En montrant la photo de la maîtresse de mon mari, je lui ai dit, monsieur, il me faut une femme de chambre qui ressemble à ça. Je la veux jolie, élégante, fine, propre. Je la paierai ce qu'il faudra. Si ça me coûte 10 000 francs, tant pis. Je n'en aurai pas besoin plus de 3 mois. Et madame la veut-elle irréprochable? Bah oui. Et comme meurt? Non. Oh, monsieur, c'est pour mon mari qui me trompe en ville. Et je veux qu'il me trompe chez moi, vous comprenez? Pour le surprendre. Dans 8 jours, madame, j'aurai votre affaire. Et nous changerons de sujet s'il le faut. Je réponds du succès. Vous ne me paierez qu'après réussite. Ainsi, cette photographie représente la maîtresse de monsieur, votre mari. Oui, monsieur. Une belle personne. Une fausse maigre. Et quel parfum! Comment quel parfum? Oui, madame, le parfum est essentiel pour séduire un homme, car ça lui donne des souvenirs inconscients, qui le disposent à l'action. Le parfum établit des confusions obscures dans son esprit, le trouble et l'énerve, en lui rappelant ses plaisirs. Il faut tâcher de savoir aussi ce que ce monsieur, votre mari, a l'habitude de manger quand il dîne avec cette dame. Vous pourriez lui servir les mêmes plats le soir ou vous le passerez. Nous le tenons, voilà, nous le tenons. Je m'en allais enchantée. J'étais tombée là, vraiment, sur un homme très intelligent. 3 jours plus tard, je vis arriver chez moi Rose, une grande fille brune, très belle, avec l'air modeste et hardi en même temps. Un singulier air de rouée. Elle fut très convenable avec moi. Eh bien, Rose, vous savez pourquoi vous venez ici? Je m'en doute, madame. Fort bien, ma fille. Et cela ne vous ennuie pas trop? Oh, madame, c'est le 8e divorce que je fais. Alors, parfait. Faut-il longtemps pour réussir?
Madame, cela dépend tout à fait du tempérament de monsieur. Quand j'aurai vu monsieur 5 minutes en tête à tête, je pourrai répondre exactement à madame. Vous le verrez tout à l'heure, mon enfant. Mais je vous préviens qu'il n'est pas beau. Cela ne me fait rien, madame. J'en ai séparé déjà de très laids. Mais je demanderai à madame si elle s'est informée du parfum. Oui, ma bonne Rose, la verveine. Ah, tant mieux, madame. J'aime beaucoup cette odeur-là. Madame peut-elle me dire aussi si la maîtresse de monsieur porte du linge de soie? Non, mon enfant, de la batiste avec dentelle. Oh, alors c'est une personne comme il faut. Le linge de soie commence à devenir commun. C'est très vrai ce que vous dites là. Eh bien, madame, je vais prendre mon service. Elle prit son service, en effet, immédiatement, comme si elle n'eût fait que cela toute sa vie. 1 heure plus tard, mon mari rentrait. Rose ne leva même pas les yeux sur lui, mais il leva les yeux sur elle. Lui. Elle sentait déjà la verveine à plein nez. Et au bout de 5 minutes, elle sortit. Qu'est-ce que c'est que cette fille-là? Mais ma nouvelle femme de chambre, Où l'avez-vous trouvée? c'est la baronne de Grangerie qui me l'a donnée avec les meilleurs renseignements. Ah, elle est assez jolie. Vous trouvez? Bah oui, pour une femme de chambre. J'étais ravie. Je sentais déjà qu'il mordait. Le soir même. Dites-moi, Rose. Oui, je puis maintenant promettre à madame que ça ne durera pas plus de 15 jours. Monsieur est très facile. Ah, vous avez déjà essayé? Oh non, madame, mais ça se voit au premier coup d'œil. Il a déjà envie de m'embrasser en passant à côté de moi. Il ne vous a rien dit? Non, madame. Il m'a seulement demandé mon nom pour entendre le son de ma voix. Très bien, ma bonne Rose. Allez le plus vite que vous pourrez. Au bout de 8 jours, le baron ne sortait presque plus. Il rôdait tout l'après-midi dans la maison. Et ce qu'il y avait de plus significatif dans son affaire, c'est qu'il n'empêchait plus sa femme de sortir. Et la marquise, dehors toute la journée, laissait son mari libre. Le 9e jour, comme Rose déshabillait la marquise, elle dit d'un air timide: C'est fait, madame, ce matin. Ça s'est bien passé. Oui, très bien. Depuis 3 jours déjà. Il me pressait, mais je ne voulais pas aller trop vite. Madame me préviendra du moment où elle désire le flagrant délit. Oui, ma fille, tenez, prenons jeudi. Pas pour jeudi, madame. Je n'accorderai rien jusque-là pour tenir monsieur en éveil. Vous êtes sûre de ne pas me manquer? Ah, madame, je suis très sûre. Je vais allumer monsieur dans les grands prix de façon à le faire donner juste à l'heure que madame voudra bien me désigner. Prenons 5 heures, ma bonne Rose. Va pour 5 heures, madame. Et à quel endroit? Mais dans ma chambre. Soit dans la chambre de madame. Alors, ma chérie, tu comprends ce que j'ai fait? Je n'ose le deviner. J'ai été chercher papa et maman d'abord. Et puis mon oncle d'Orvelin, le président. Et puis monsieur Rappelet, le juge. L'ami de mon mari. Je ne les ai pas prévenus de ce que j'allais leur montrer. Je les ai fait entrer tous sur la pointe des pieds jusqu'à la porte de ma chambre. J'ai attendu 5 heures. 5 heures juste. Oh, mon cœur battait. J'avais fait monter aussi le concierge pour avoir un témoin de plus. Et puis, au moment où la pendule commence à sonner, pan, pan, j'ouvre la porte toute grande. Ça y était en plein, ma chère. Oh, quelle tête! Si
avait vu sa tête. Et il s'est retourné, l'imbécile. Oh, qu'il était drôle. Je riais. Et papa qui s'est fâché, qui voulait battre mon mari. Et le concierge, un bon serviteur, qui l'aidait à se rhabiller devant nous. Il boutonnait ses bretelles, que c'était farce. Quant à Rose, parfaite. Mais alors, pas parfaite, absolument parfaite. Elle pleurait. Elle pleurait très très bien. C'est une fille précieuse, hein, si tu en as jamais besoin. N'oublie pas. Et me voici, je suis venue tout de suite te raconter la chose. Tout de suite, je suis libre. Vive le divorce. Toi, tu ne m'as pas invité à voir ça. Ainsi s'achève Amour et mariage entre alcôve et gros sous. Comme vous avez pu le voir, Maupassant aime apporter la plume où la société de son temps se montre injuste, violente, inélégante. Le 13 juillet 1965, les députés français adoptaient la loi sur la réforme des régimes matrimoniaux, rendant effective la capacité juridique de la femme mariée. Depuis, celle-ci peut ouvrir un compte en banque et signer un contrat de travail sans avoir besoin du consentement marital. Mais il faudra attendre 1975, soit pratiquement un siècle après la rédaction de ces 4 nouvelles, pour que la France adopte le divorce par consentement mutuel. Mais puisque tout finit par une chanson... Alors Mathilde va vous interpréter un personnage que Guy de Maupassant n'aurait pas renié. Et là, ça tombe bien, là. Il s'est levé à mon approche. Debout, il était bien plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche. Ce million-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rappelé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, mais vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, zoom. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il me regardait d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Il m'a dit d'un air, désolé, mais je fais pas de mal à une mouche. Ça m'énervait, je l'ai giflé, et j'ai crassé dans l'air farouche. Fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel, zoom. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. Je lui ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec. Il m'a dit, arrête ton chat, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'enfiler de la série noire. Tu me fais mal, Johnny, 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 pas de les pieds. Tu me fais mal, Johnny, 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 j'aime pas l'amour qui fait ping. Il lui a fait très mal. Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu de l'escalier en laissant une épaule démise. Pour des voyous de cette espèce, et bah c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant, j'ai des bleus plein les fesses, et plus jamais je ne dirai. Fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Bah, le deuxième, on va changer de décor. Oui, c'est bien. Lumière. Du coup, on va créer une ambiance. On va essayer de créer une ambiance. La puissance, je suis au plus haut et pourtant je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Moi, toupilou, je voudrais marcher comme vous, être comme vous, faire comme vous. Un singe comme moi, pourrais-je croire être parfois bien plus humain que vous. Pourtant, crois-moi bien, je ne suis pas dupe. Si je m'acharne avec vous, c'est que je désire le moyen d'être un homme, un point, c'est tout. Et c'est le secret. Est-ce vraiment si mystérieux? La grande rouge, ce serait merveilleux. Ouah, poupidou, je voudrais marcher comme vous et parler comme vous, faire comme vous. Un singe comme moi, pourrais-je croire être parfois bien plus humain que vous? De la puissance, je suis au plus haut et pourtant je dois vous envier. Je voudrais devenir un homme, ce serait merveilleux. Vivre pareil aux autres hommes, loin des singes ennuyeux. Ouah, toupidou, je voudrais marcher comme vous et parler comme vous, faire comme vous. Un singe comme moi, pourrais-je croire être parfois bien plus humain que vous? Elle et lui entrent en tenue de safari. Elle, avec la jambe dans le bois. Merci Roger, merci. Oh, merci Roger. Roger, Joseph, vous êtes revenus de vacances? Apercevant la jambe de Joseph. Oh, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Figurez-vous qu'un jour, nous avons reçu une documentation très alléchante de l'agence Voyage Aventure, les spécialistes des vacances touristes. Et nous avons été séduits. Ah, ça je dois dire tout de suite. Des vacances touristes? Mais qu'est-ce que c'est? Ils ont plusieurs formules intéressantes. Moi, j'avais un faible pour la traversée de la forêt amazonienne à vélo, avec baignade, piranha et lutte avec des Indiens réducteurs de tête. Mais Josette préférait la formule sécheresse et danger, c'est-à-dire le Sahara d'est en ouest
avec tempête de sable, panne de voiture et billard. Ouais. Moi, je sais pas pourquoi, mais les Sud-Américains, ça ne me donne pas le frisson. Alors, nous avons opté pour la formule désert à 1800 € pour 15 jours et 2 personnes. Ah, 2000 € avec le supplément maladie, hein. Le supplément maladie? Oui, ça n'était pas une mauvaise idée. En plus des garanties peur, blessures, insolation, soif, etc., il proposait un supplément maladie qui permettait un petit détour dans les zones infestées par la malaria ou la fièvre jaune. Pour 200 € de plus, reconnaissez que ça ne valait pas la peine de s'en priver. Mais on a senti la supercherie tout de suite, dès notre arrivée dans le petit bled de Tardouif. On nous avait dit, première nuit dans un gourbi avec l'habitant et ses chèvres. En fait de gourbi, on s'est retrouvé dans une chambre avec double rideau, salle de bain. Et tenez-vous bien, au chaud, peignoir et prise ses cheveux. Oh, après 5 heures d'avion, je dois dire que ça ne met pas de bonne humeur, hein. Ah bah alors ça, c'est incroyable. Le lendemain, on part avec toute l'équipe. On roule. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Pas l'ombre, vous m'entendez bien, pas l'ombre d'une panne. Oh, j'ai été dans un tel état d'énervement que le 4e jour, je lui ai dit, écoute, crève une durite toi-même, sinon on ne s'en sortira pas. Et tu l'as fait? Ben, j'étais bien obligé, sinon on dépassait la zone des tempêtes de sable. Contre parenthèses, on n'a jamais vu, pas la queue d'une. C'est comme les scorpions. Pas un seul pendant tout le séjour à ça alors, et je m'en souviendrai, hein. Vous vous rendez compte de l'organisation? Et vos fameux pillards alors? Oh, on les a rencontrés le 11e jour. Alors que par contrat, nous devions être attaqués en fin de première semaine. Non, vous savez, quand on a 15 jours de vacances, c'est vraiment déprimant. D'ailleurs, c'est ma femme qui les a vus derrière une dune, la première. Ah oui, c'est moi. Je les évalue à une trentaine. Une tribu du sud, les Oshimi, très dangereux, mangeurs d'hommes, probablement. Oh, oui, mais j'étais verte de terreur. C'était délicieux. Enfin, les vraies vacances commençaient. Tard, mais elles commençaient. Pour qu'ils nous pillent sans nous violenter, je décide de nous enterrer dans le sable. Tactique Laurence d'Arabie. J'avais du sable dans les yeux, dans la bouche. J'étais à moitié morte. Oh, c'était formidable. Eh bien, vous n'allez pas me croire. On n'était pas enterrés depuis 5 minutes qu'ils ont foncé sur nous. Ils nous ont déterrés et ils nous ont dit « Pas peur, pas peur, vous sauvez !» Et ils nous ont offert du thé. Je n'invente rien. Il y en a mes mains, il m'a fait le baise-main. Oh, il ne faut quand même pas se foutre du monde. Oh, Roger, chérie, c'est fini. Et le supplément maladie? Foutaise. On est revenu avec 2 kilos de plus chacun. J'ai bronzé. Heureusement, ma femme s'est cassé la jambe au retour en descendant de l'avion à Roissy. Sinon, nous aurions eu l'air de quoi? Alors, pour vos vacances de l'année prochaine, toujours l'aventure? Bah, bien sûr, sinon ce n'est pas des vacances. Nous avons reçu une documentation d'une agence qui a l'air très sérieuse. Ouais, c'est-à-dire? On prend l'avion à Roissy le dimanche soir à 21h, direction l'Afghanistan. Et 7 heures après, c'est-à-dire à midi heure locale, on nous fait sauter sur Kaboul. Ça a l'air pas mal. Et vous n'avez pas peur de vous faire berner une seconde fois? Ça, on ne peut jamais être certain de rien.
Mais ils mettent une clause qui nous a beaucoup rassurés. Laquelle? Si on en revient, on est remboursé. Et la petite dernière, un petit jeu d'assin, et n'hésitez pas à reprendre avec moi. Je baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as
j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh Champs-Élysées, pa-la-pa-la-pa. Oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh Champs-Élysées, pa-la-pa-la-pa. Oh Champs-Élysées, pa-la-pa-la-pa. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Un dernier ensemble. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Merci à vous. Un grand merci à Mathilde, Jean-Baptiste et Philippe. Bon, du coup, pour moi, c'est une découverte et un vrai plaisir des oreilles, car voilà, merci beaucoup. C'était vraiment super. Voilà, merci. Après le spectacle, il y a un coup d'amitié, les amis. Je crois que c'est la première fois qu'on entend du Joe Dassin dans cette salle. C'est historique et c'est un grand plaisir. Merci à tous les artistes, à la chanteuse, aux musiciens, aux lecteurs et aux lectrices, sans oublier les deux personnes qui nous font vivre ce langage des signes et qui faisaient vraiment partie. Nous nous retrouverons l'année prochaine. Le GIC nous offre un verre de l'amitié que vous allez trouver dans le hall en sortant. Merci, merci à vous. Samedi 11 mai 2019, à 14h, à l'hôtel des Sociétés Savantes, 190 rue Beauvoisine, Armand. Programme de l'après-midi. Le pôle ressources, loisirs, culture, handicap du GIP Normandie, l'association des Amis de Flaubert et Maupassant et l'association Le Lire et le Dire proposent, avec leurs donneurs de voix bénévoles, des lectures à voix haute. Interprétation en LSF par la SCOP Liesse en faveur des personnes sourdes. Vidéo réalisée bénévolement par Xavier Degrémont, cinéaste. Ponctuation enchantée avec Mathilde, Jean-Baptiste et ses musiciens. Amour et mariage entre alcôve et gros sous, d'après des nouvelles de Guy de Maupassant, suivi d'Agence Aventure de Jean-Michel Ribes. 14h, accueil en musique et chansons. Ouverture par Muriel Homo, directrice du GIHP Normandie, et par Yvan Leclerc, président des Amis de Flaubert et Maupassant. Évocation de Guy de Maupassant par Gilles Cléroux. Musique et chansons.
Introduction des nouvelles par Joël Dupressoir, écrite d'après Otto Père et Fils, et intermède par Joël Dupressoir et Gilles Cléroux. Première nouvelle, La correspondance. Lectrice Yvonne Aubin-Vasselin et Nathalie Carpentier. Deuxième nouvelle, Le legs. Lecteur Maria Léauvant, Sanat Djoubri, Frédéric Doré, narratrice Mireille Teul. Troisième nouvelle, Au bord du lit. Lecteur Joël Robert et Gilles Cléroux. Quatrième nouvelle, Sauvé, par les lectrices et lecteurs de l'association Le Lire et le Lire. Musique et chansons, suivi d'une scénette théâtralisée, Agence Aventure, interprétée par Muriel Homo, Sanat Djoubri et Frédéric Doré. Présentée par Mireille Teul, narratrice et comédienne. Chansons en musique avec Mathilde, Jean-Baptiste et ses musiciens. Conclusion par le partage du verre de l'amitié. Cette action a été réalisée avec le soutien financier du Centre national du livre, la ville de Rouen, le département 76, la direction régionale des affaires culturelles et les caisses primaires d'assurance maladie de Seine-Maritime et de l'Eure. Images et sons, Xavier Degrémont. Montage et réalisation, Xavier Degrémont, Frédéric Doré. Voix off, Frédéric Doré.